En parlant d'autres écosystèmes, on avait envie d'évoquer deux petits sujets qui concernent directement Alira. On travaille depuis pas mal de temps maintenant, depuis un peu plus d'un an, avec Solana. Et donc, du coup, je voulais vous rappeler que cette formation que l'on offrait l'année dernière déjà est reconduite cette année. Mais on travaille aussi avec une autre fondation dans le lancement de son hackathon qui s'appelle le Mamothon. C'est notamment le hackathon de Celestia. Quels sont les narratifs de 2025, et je vais commencer avec le petit sujet des agents IA. En fait, les agents IA, c'est quelque chose qui existe depuis des années et des années, notamment dans l'informatique traditionnelle, pour plein de cas d'usage différents, et notamment ici, je vais vous présenter quelques petits éléments. On a par exemple ici LangChain. Alors LangChain, c'est aujourd'hui le principal fournisseur d'agents IA. Donc c'est l'un des principaux SDK d'agents IA qui est très utilisé partout par des très grosses entreprises. Voilà, il les cite ici. Et c'est quelque chose qui est utilisé de longue date et qui marche très bien, qui permet notamment pas mal d'automatisation, du travail en interne pour des équipes qui vont partager des documents qui ont besoin d'être analysés régulièrement et ce genre de choses. Ça marche très bien. De la même manière, Microsoft a ses outils d'IA, comme par exemple AutoGen, qui est visiblement d'après mes recherches, qui est l'un des plus utilisés aussi. Très bien, ça fonctionne bien. Eh bien, en fait, ces agents IA, aujourd'hui, arrivent aussi dans le monde de la blockchain. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est très mis en avant depuis à peu près 6 mois, 1 an, et qui commence à péter, avec notamment un qui est très mis en avant, c'est celui de A7Z, qui est un agent IA qui s'appelle ElisaOS, et qui permet, ElisaOS, de pouvoir créer justement des agents IA qui vont venir par exemple, analyser des courbes de tokens, par exemple, ok, de combien monte le Bitcoin, de combien monte le TH, et du coup de pouvoir prendre assez facilement des décisions un petit peu autonomes. De la même manière, étant donné que c'est des agents IA qui vont utiliser des LLM la plupart du temps, on va pouvoir leur parler à ces agents IA. Et donc du coup, comme il le montre ici, je sais que j'avais un petit graphe, on va pouvoir utiliser des clients comme par exemple Discord ou Telegram, et directement avec notre petit Telegram le connecter et dire à Elisa, un agent IA c'est un petit peu quelque chose de personnalisé, donc on va pouvoir vraiment parler à Elisa, et on va pouvoir lui dire, ok bon bah maintenant, s'il te plaît, fais un acte d'achat un petit peu fort avec beaucoup de risques, ou au contraire achète plutôt ce truc-là, et en fait elle va le faire pour nous, donc même plus besoin de sortir son propre MetaMask et son propre site web, en fait elle va faire tout ça si elle connaît évidemment l'ensemble des informations qui lui permettent de réaliser l'action. Bref, les agents IA, c'est quelque chose qui se développe énormément. Évidemment, il faut avoir des connaissances pour pouvoir développer ça, mais c'est mis en avant aussi parce que des entreprises mettent au point des agents IA qui sont simplifiés. Et notamment pour ça, dans la blockchain, on a Virtual Protocol qui permet, avec des développeurs qui auront créé toute l'infrastructure et donc toute la stack technique pour pouvoir générer ça, de faire des petits tokens qui vont en fait être derrière des agents IA qui vont prendre leurs décisions de manière autonome. Et bon, je peux investir par exemple sur le game, j'achète le token, et ce token évidemment a la valeur de ce qu'il a investi, et on se partage évidemment cette valeur avec l'ensemble des utilisateurs dessus. Donc voilà, je voulais un petit peu vous montrer ça, et donc c'est un mi-chemin évidemment entre l'IA et la blockchain. Donc ces agents IA qui sont là depuis de longue date sont de plus en plus utilisés dans la blockchain, avec des outils comme par exemple Elisa qui est aujourd'hui le plus utilisé visiblement, et Virtual, ce qui propose du coup des IA un petit peu toutes faites. Donc voilà, ça peut valoir le coup. Évidemment, il y a AIBXT, et il y a aussi Fetch qui propose ça, FET, qui propose ce genre de petits trucs. C'est Donc voilà. vraiment la narrative du moment, hein, du début d'année. On entend parler que de ça depuis 3 semaines, un mois. Mais je pense qu'on est sur une version 0.0 de ce que ce sera dans le futur, hein. C'est vraiment des prémices et que ça va sans doute énormément évoluer dans les mois et les années qui viennent. Par Tout contre, à fait. ça prend effectivement tout son sens vis-à-vis de la blockchain, et notamment le pilotage de smart contracts par des agents IA. Quand on y regarde d'un point de vue plus macro-philosophique, on est sur quelque chose de pas du tout déconnant à ce niveau-là, d'avoir au final des smart contracts pilotés par de l'intelligence artificielle, ce qui rendrait les smart contracts encore plus smart, hein, pour le coup. Donc on est quelque part sur une narrative que je trouve là, pour le coup, pas trop forcée entre l'intersection IA et blockchain.
Il y en a qui sont un peu plus forcés, mais celle-ci, je la trouve très intéressante. Ouais, surtout quand tu rajoutes l'interaction avec les réseaux sociaux en plus, hein, parce que maintenant ils sont capables d'analyser du coup tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour interagir avec les smart contracts en fonction. Alors on pense de suite à des applications financières de trading, puisque l'IA il a l'avantage de ne pas dormir et de pouvoir regarder énormément d'informations en quelques minutes. Donc pour trader, s'adapter aux conditions macro, je sais pas moi, un missile vient de partir d'une base iranienne en Jordanie, il peut directement s'adapter, dire je vais arbitrer telle et telle position, ce que vous ne pourrez pas faire en dormant. Par exemple. Donc voilà, c'est extrêmement intéressant, mais ça aura plein d'autres usages que des applications financières. Autre narrative, on enchaîne de 2025. Ouais, bien sûr. Allez, je continue. Une narrative qui perdure d'année en année, c'est la narrative de l'infrastructure, à la fois des layers 1 et des layers 2. Hein, vous savez, c'est ce qu'on appelle le Big Fat Protocol Thesis. Donc c'est que la couche d'infra est celle qui récupère le plus de market cap, d'intérêt financier, quand tout un tas d'applications financières se développent au-dessus. C'est pour ça que le fameux L1 Trade, c'est le fait d'investir dans les crypto-monnaies des layers 1, a toujours marché jusqu'à présent. Je pense que la narrative va perdurer en 2025. Il y en a 2 gros layers 1 qui vont arriver. Donc un layer 1 qui s'appelle Monad et l'autre, bien sûr, dont le nom m'échappe, Berachain, mais c'est pas celui-là que j'avais en tête. Je ne sais plus. C'était peut-être celui-là. Bref. Ça m'en reviendra au pire, il faudrait que je relise mon propre post LinkedIn. On a des layers 1 qui vont arriver, mais je pense que c'est ça, Berachain et Monad, qui sont des layers 1 qui sont quant à ce net, qui n'ont pas démarré et qui ont pour autant réussi, c'est assez fou, à avoir un gros mindshare et une grosse communauté qui les suit. Il y a énormément de gens, ils ont beaucoup de pouvoirs sociaux à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les personnes qui sont intéressées par les différents projets qui vont se déployer sur ces blockchains-là. Donc à voir, chaque nouveau layer 1 apporte toujours énormément d'émulation dans l'écosystème blockchain, et ce sont les 2 qu'on attend le plus en 2025. Et puis on a aussi toute une couche de layer 2. Alors ça pareil, ça fait 2 ans que ça dure, mais cette fois-ci plutôt on parle de alt VM, ça veut dire qu'elles vont utiliser des machines virtuelles différentes que le VM. Aujourd'hui, la plupart des roll-ups que l'on connaît utilisent le VM, hein, Optimism, Arbitrum, Base, etc. etc. On pense que de plus en plus d'alternatives VM vont être déployées cette année et qu'ils vont réussir à attirer de la traction, notamment la traction envers les devs, parce que c'est eux qui sont importants pour créer des applications. Donc on peut penser à tout l'écosystème Move, Cyril en parlait tout à l'heure avec Aptos et Sui. On va avoir des roll-ups avec donc le langage de programmation Move, le plus connu c'est Movement. On va avoir des roll-ups qui utilisent des machines virtuelles dédiées, des machines virtuelles qui utilisent aussi des alternatives Data Availability Layer comme Celestia. Bref, énormément de projets d'infrastructure qui vont arriver. Et celui que j'aime beaucoup, c'est Eclipse qui va tout simplement porter la SVM, donc la Solana Virtual Machine, sur un layer 2. Donc vous aurez l'écosystème de Solana, donc vous pourrez notamment déployer toutes les applications de Solana sur Eclipse, tout en étant un layer 2 d'Ethereum et donc bénéficier de toute la liquidité d'Ethereum et de sa sécurité. Voilà, c'est assez intéressant. Ça, je pense que c'est une bonne narrative pour 2025 également. Ouais, de manière générale, tous les non-EVM. Est-ce que Virgile, tu avais d'autres trucs à nous évoquer? J'étais mieux, désolé. Ouais, Effectivement, j'ai d'autres trucs et notamment ce qu'on pourrait traduire par les réseaux physiques décentralisés ou en anglais ce qu'on appelle le DePIN. Et en gros, alors c'est une narrative qui date d'assez longtemps. Hein. C'était vraiment en 2023 que ça a commencé à décoller. Mais depuis, le secteur n'a absolument pas cessé de progresser. Au contraire, il y a eu énormément de secteurs différents. En fait, on a des réseaux d'énergie, on a des réseaux sans fil qui ont été développés, notamment avec Helium, qui a lancé un abonnement mobile qui est géré uniquement par des particuliers, ce qui est quand même assez fort. Pour 3 fois moins cher. Et pour 3 fois moins cher que l'abonnement mobile traditionnel. Parce que les forfaits mobiles sont extrêmement chers aux États-Unis. On ne s'en rend pas trop compte, mais c'est dans les $70 par mois, je crois, l'abonnement mobile là-bas. Exactement. Et exactement. C'est un tarif, $20 par mois, c'est un tarif à peu près normal chez nous, mais aux États-Unis, ça coûte beaucoup plus cher. Il y a tous les réseaux de capteurs également, et il y a aussi des réseaux pour des ressources digitales, donc tout ce qui est puissance de calcul avec Akash, etc., ce qui est très utile pour mettre en commun de la puissance de calcul pour entraîner des modèles d'IA. Il y a le stockage de données décentralisé aussi avec Filecoin et son réseau IPFS, pour ne citer que lui. Il y a aussi beaucoup d'alternatives. Il y a aussi des réseaux pour partager les bandes passantes. Il y a eu Grass qui s'est fait assez remarquer à ce niveau-là au cours de l'année 2024. Et puis,
Et puis ouais quoi, ce qui est intéressant, c'est que en fait non seulement il y a de plus en plus de blockchains qui sont adoptés pour mettre en place des projets d'épines, mais en plus on a une véritable multiplication des secteurs d'activité. Tu vois, c'est par exemple c'était pas vraiment possible d'imaginer des réseaux sans fil en 2023 qui soient gérés de façon enfin, qui ne dépendent pas d'un opérateur de télécom. Et là, on se rend compte qu'il y a des vrais cas d'utilisation et que le secteur devrait continuer de se développer, voire même se faire assimiler par des opérateurs qui existent déjà. Donc voilà pour tout ce qui est lié au Dépine. Autre narrative qu'on pourrait citer, je pense, qui date déjà de fin 2024, hein, c'est la renaissance DeFi. Vous en avez sans doute entendu parler. Donc la DeFi, c'est toujours le secteur d'activité principal de toute blockchain, mais ça faisait un an et demi qu'il était un peu moribond. Et depuis globalement l'élection de Trump et le fait qu'on anticipe le fameux fee switch, le fait qu'on pourra désormais activer la redistribution des dividendes ou la redistribution des revenus d'un protocole au possesseur du token de gouvernance de ce protocole-là, a rendu de l'intérêt d'abord financier à ces tokens et donc au protocole. Et c'est couplé à tout un tas d'innovations même assez récentes dans le monde de la DeFi. Alors, on a eu l'explosion de ce qu'on appelle les yield dérivatives, donc les dérivés de rendement. Pendle, que vous connaissez sans doute, puis il y a Spectra maintenant qui marche énormément depuis quelques semaines aussi, par exemple. On en a d'autres qui arrivent sur d'autres blockchains. Le restaking et toute la DeFi associée au restaking. Donc, on a énormément de choses faites par Ether Finance, par exemple, sur cet aspect-là. Plein de nouveautés qui donnent une véritable renaissance. On a AAV qui est assez plus haut, je crois à 30 milliards de TVL aujourd'hui en fin d'année. Vraiment, c'est assez intéressant. Alors, le système, encore une fois, n'a jamais été mort. Hein, il a toujours persisté. C'est le cœur battant d'une blockchain, hein, la DeFi, de toute façon. Mais une vraie renaissance, à la fois en termes d'activité, de TVL, et à la fois en termes financiers pour les tokens de gouvernance de ces projets DeFi. Et ça devrait perdurer en 2025. Du moins, ça va aussi dépendre des premières décisions de Trump, je pense, dans les 6 premiers mois, et de la concrétisation de ce fee switch ou pas. Mais assez intéressant comme narratif pour 2025 de suivre tout ça. Et ça reste, à mon sens, la plus intéressante en titre personnel quand c'est pas professionnel, puisque pour ceux qui ont leur propre fonds investis dans la blockchain, hein, que ce soit Bitcoin, Ether ou des stablecoins, c'est toujours intéressant de suivre ce qui se passe en DeFi. Évidemment. Et donc, c'est la fin de ces narratives. Du coup, les quelques-unes qu'on a citées, c'est les agents IA, l'infrastructure aussi non EVM, et puis le côté d'épine, et enfin, le futur de la DeFi avec les nouveaux protocoles et le principe d'une DeFi renaissance cette année. C'est la fin de cette émission. On vous souhaite encore une fois une très bonne année. Et si vous voulez nous rejoindre, c'est toujours sur alira.fr, que ce soit pour la blockchain ou pour l'IA avec Mika. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci les copains, à la semaine prochaine.